On a toujours de très grandes parts de marché. Prenons cet exemple en télévision. Mais la part de marché, c'est le découpage du gâteau. La vraie question, c'est quelle est la taille du gâteau ? Bonjour et bienvenue dans Be My Guest, je vous emmène à la rencontre de ceux qui font et de ceux qui pensent le digital. Aujourd'hui, je reçois Pascal Critin, directeur général de la radio-télévision suisse. Avec lui, je vais évoquer l'impact des technologies sur le monde des médias. On va parler de digital, on va parler d'innovation, on va parler de cette quête de sens, de quelle est la mission d'un service public au XXIe siècle. Vous allez voir que la conversation tourne autour des grands défis. Comment est-ce qu'on peut personnaliser tout en créant du vivre ensemble, comment est-ce qu'on peut créer de la confiance chez les audiences tout en prenant des risques, en essayant des nouvelles choses, comment est-ce qu'on peut mettre en avant la diversité tout en faisant attention à rassembler une population autour de ses valeurs communes, comment faire de l'audience sans tomber dans la dépendance ou la recherche de clics. C'est un entretien passionnant qui touche à mon avis à des sujets très très importants, encore plus aujourd'hui en 2019. Je voulais juste remercier mon ami Antoine Drou qui m'a aidé à préparer cet entretien. Be My Guest, présenté par Laurent Haug, en partenariat avec 200 idées et créa, école membre de INSEQ. Bonjour Pascal Critin. Bonjour. Vous êtes le directeur général de la radio-télévision suisse. Qu'est-ce que ça veut dire au XXIe siècle, radio ? Qu'est-ce que ça veut dire au XXIe siècle, télévision ? Combien de temps vous allez pouvoir vous appeler radio-télévision suisse ? C'est vrai que c'est un peu anachronique quand on y pense. À l'ère de YouTube, c'est totalement anachronique, surtout qu'on ne sait plus nous-mêmes tout à fait ce que c'est que la radio ou la télévision. La radio, c'est évidemment lié au poste de radio, la télévision au poste de télévision. Mais ce qu'on observe évidemment, comme tous les médias audiovisuels, c'est que nos contenus radio et nos contenus télévision sont distribués au-delà de leur poste d'origine. Bien sûr sur des plateformes digitales de distribution, sur nos propres plateformes comme sur les plateformes tierces. Et donc aujourd'hui c'est très difficile de savoir exactement qui on est. En fait, je pense qu'il ne faut pas changer de nom tout de suite parce que la radio et la télévision demeurent les médias audiovisuels les plus utilisés, les plus usités, mais leur consommation, leur durée de consommation traditionnelle linéaire s'érode absolument. Et puis, il y a un déversement de la consommation sur des plateformes digitales. Et là, on va en parler parce que ça demanderait beaucoup d'explications détaillées, mais ce déversement change radicalement tout, depuis toute la chaîne de valeur, toute la chaîne de production. Donc tout ça pour dire que... Comment ça s'appellerait aujourd'hui si quelqu'un regardait cette institution, la regardait avec un regard neuf et on lui demandait, voilà, maintenant trouver un nom. Je pense quel serait le nom le plus adéquat ? Parce qu'aussi, on dit radio-télévision, mais par exemple, vous êtes un média qui fait beaucoup de texte aussi. Oui, alors là-dessus, bon, puisqu'on parle de ça, notre vocation n'est pas de faire du texte, parce que le texte, c'est plutôt la presse, ok ? Et donc, on a un cadre réglementaire qui est très précis, qui nous demande de faire du texte avec un nombre de signes limité lorsqu'on est sur un certain nombre de domaines comme l'information. Et aujourd'hui, on a même décidé de s'autoréguler en imposant que nos textes soient tous assortis d'une audio et un vidéo. Et donc, c'est comme ça que je réponds à votre question. Je pense qu'on s'appellerait soit audio-vidéo suisse, soit médias suisses, mais c'est un peu prétentieux parce qu'il y a d'autres médias en Suisse. Voilà. Mais il faut qu'on trouve, faudrait qu'on trouve une appellation assez générique. Et dans le fond, c'est ça. Nous ne sommes pas des propriétaires de tuyaux, nous ne sommes pas des propriétaires de canaux de distribution, nous sommes des propriétaires de contenu. C'est ça, en fait, ce que nous faisons, ce que nous sommes dans le fond. Et il s'agit d'adresser ces contenus à des publics à travers la plus grande panoplie possible de canaux de distribution. Et à cet égard, la Suisse a fait un progrès considérable, on n'y a jamais pensé dans le fond, en 2015, lorsqu'on est passé de la redevance radio-télévision séparée à une redevance média transversale. Ça nous a conforté dans notre rôle de fabricant de contenu et pas propriétaire de tuyaux. Mais finalement, le nom de l'organisation est venu du nom des appareils de réception. Ensuite, ce que je vous ai demandé de trouver un nom, vous m'avez dit audio-vidéo, donc là on arrive sur les formats, mais dans le fond vous allez encore plus loin, c'est que vous êtes des créateurs de contenu, vous êtes des gens qui racontaient l'histoire de la société suisse et l'histoire du monde, et en fait c'est peut-être ça qui doit être le point principal, parce qu'aujourd'hui on voit que, je parlais du texte tout à l'heure, c'est que quand il se passe quelque chose, on va le retrouver en vidéo dans une vidéo d'actu, on va le retrouver en audio, peut-être avec des bouts de la vidéo qui sont repris en audio dans un commentaire, dans une émission de radio.
et ça va devenir une news sur tout un tas de formats jusqu'au télétexte, par exemple, que je vois encore des gens utiliser sur leur téléphone mobile il y a quelques semaines. On est en 2019 et je trouve ça extraordinaire. Et donc, en fait, vous êtes une organisation qui est vraiment un créateur de contenu et qui devient de plus en plus indifférente et agnostique aux différents canaux qu'elle gère. Oui, d'ailleurs, on pousse le vice assez loin puisque la radio est filmée chez nous et donc diffusée en live en télévision et sur les réseaux sociaux, par exemple. Mais dans le fond, c'est vrai, nous sommes d'abord des producteurs de contenu, de médias, mais il ne faut pas faire l'impasse sur le fait que le média, le contenant, si vous voulez, influe sur le contenu. Ok. Ici, on a développé en fait une réflexion qui s'appelle transmédia. L'organisation transmédia postule qu'on n'est plus organisé verticalement en médias séparés, mais horizontalement en activités thématiques plurimédia. Moi, j'ai l'ambition, avec mes collègues, de construire une RTS horizontale, vraiment totalement horizontale. On a déjà fait un peu un bout du chemin, mais pas complètement. C'est-à-dire que, pour essayer de décoder ce que tu dis, c'est-à-dire qu'on va plus s'organiser en audio-vidéo, mais on va s'organiser en culture, par exemple. Exact. Donc, c'est la thématique qui va dominer. Et à l'intérieur de la culture, on a des gens qui vont faire de la vidéo, du son, du texte, etc. On est en activité thématique 360 degrés. Transmédia, réellement. Je vais revenir sur ce mot parce que je ne l'ai pas choisi comme ça au hasard. 360 degrés, donc culture, info, sport, on peut décliner ça à l'envie, jeunes, divertissement, enfin humour, musique, etc. Parce qu'en fait, on produit du contenu thématique et après, on doit se dire, ok, moi j'ai un message, j'ai un contenu. Où est le public? Quel est le public que je veux toucher? Et comment je le touche? Quel est le média approprié? Ou quels sont les médias appropriés? Et en fait, on arrive dans la notion d'usage. Dans l'ancien monde, la radio et la télévision couvraient le 100% des usages. Aujourd'hui, ils ne couvrent qu'une partie des usages. Et le public consomme différents usages ou certains publics seulement sur certains usages. Et on doit donc se poser la question du public qu'on veut atteindre et de comment lui adresser avec le bon média ou les bons médias. Et ça, ensuite, ça a une influence sur la forme, sur le format. Mais donc, c'est une révolution complète, en fait, ce que vous Copernicienne. dites. Exactement. C'est que d'abord, on partait du média, on se dit, voilà, on a une télé, qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Et en fait, aujourd'hui, vous faites l'inverse. Vous partez d'une idée et vous dites, à travers lequel des différents canaux de diffusion, on va pouvoir lui donner le plus d'impact et le plus de force, en fait, pour qu'elle atteigne les audiences. Voilà, et c'est pour ça que cette logique transmédia, je pense qu'on a été très longtemps dans une vision un peu manichéenne du monde, où on a dit, ouais, la radio, la télévision, la presse écrite, ça va disparaître pour faire du digital. Eh bien, ça ne se passe pas. C'est pas ça qui se passe. La radio ne disparaîtra jamais. Je fais ici le pari que le flux de radio, le streaming radio, si vous voulez, ne disparaîtra jamais, mais va correspondre à une partie des usages. La télévision ne disparaîtra jamais en tant que telle. On va toujours regarder en télé les grands matchs de foot, certains événements, etc. Mais c'est seulement une partie des usages. Avant, c'était tout. Aujourd'hui, c'est qu'une partie. Et puis, il y a d'autres médias digitaux qui sont chacun des médias différents, chacun des usages différents, chacune des interactivités différentes, etc. Je pourrais continuer longtemps la liste. Ça, j'aimerais qu'on en parle, en fait. Et des C'est le formats mix. différents. Ouais. Et donc, on doit en fait se diversifier sur tous ces vecteurs. Et c'est la logique transmédia. La logique transmédia additionne les usages, additionne les publics, additionne les formats. Ça, c'est une grosse erreur qu'on fait dans le monde de l'innovation. Dès que quelque chose de nouveau arrive, on se dit ça va remplacer tout ce qu'il y a avant. Et en fait, on se rend compte que les nouvelles technologies ont tendance à jouer des coudes avec l'existant et à prendre une place. Mais voilà, c'est pas parce qu'on a inventé la voiture qu'il n'y a plus de cheval. Le cheval est devenu un loisir de luxe. Voilà, ça n'a pas rendu le cheval obsolète. Mais ce mix média, pour moi, est très intéressant parce que je pense notre pensée sur le digital évolue beaucoup. Et il y a 10 ans, il y avait cette idée que, en fait, tous ces canaux étaient un peu égaux. On disait les réseaux sociaux comme si c'était la même chose. Facebook, LinkedIn, Twitter, et beaucoup d'entreprises, par exemple, prenaient le même contenu et le mettaient sur chacun de ces canaux, puis espéraient que ça génère des clics, des likes, et des choses comme ça. Aujourd'hui, on comprend que tous ces médias, d'abord, il y en a des nouveaux qui se rajoutent. On pense à Instagram qui est très à la mode en ce moment, à Snap il y a 2-3 ans, dont on parle plus trop. Mais on comprend que ces canaux ont des rôles complètement différents et des possibilités différentes. On ne va pas pouvoir toucher les personnes d'une même façon. Vous êtes actif sur énormément de ces canaux ou de ces plateformes, je ne sais pas comment on pourrait dire. Est-ce que vous pourriez descendre un peu dans le mix pour nous expliquer le rôle de ces différents canaux et comment en fait est-ce qu'ils travaillent ensemble, les synergies entre ces canaux? Effectivement, on est présent sur beaucoup de canaux et maintenant on doit faire attention de faire des priorités parce qu'on n'a pas des moyens extensibles à l'infini. Bien au contraire, on est plutôt en train de les réduire. Donc on doit maintenant prioriser. Pour cela, on a bâti une stratégie de l'offre
qui postule en fait comment on va choisir, si vous voulez, l'adressage, comme je disais, des contenus par rapport au public. Le premier critère de la stratégie de l'offre, c'est le public. Pour le dire de façon schématique et un peu caricaturelle et un peu dure, je dirais que nous avons trop eu tendance par le passé à être média-centrés. On a nos grilles de radio et de télévision et on les remplit. D'ailleurs, très bien, parce qu'on a du succès. Donc, je ne dis pas qu'on a mal fait le travail. Mais en faisant cela, nous sommes un peu auto-centrés. Vous êtes parti de vous-même au lieu de partir du public. Ouais. On a des formats, on utilise ces formats, etc. Et puis, par bonheur, heureusement, le public est au rendez-vous. Sauf que on a toujours de très grandes parts de marché. Prenons cet exemple en télévision. Mais la part de marché, c'est le découpage du gâteau. La vraie question, c'est quelle est la taille du gâteau ? Est-ce qu'il grandit ou est-ce qu'il rétrécit ? Ou est-ce qu'il rétrécit ? On peut continuer à avoir la plus grande part, la plus grande tranche d'un plus petit gâteau. Et c'est un peu ce qui se passe. La durée de consommation radio et télévision chez les jeunes, classique linéaire, chez les jeunes, en 6 ans, ici en Suisse romande, a réduit de 35 à 40%. Ouais, ce qui est énorme. Mais ce que vous dites aussi, c'est que sur les réseaux sociaux, on retrouve votre contenu. Voilà. Alors donc, la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on adresse sur la radio et la télévision et qu'est-ce qu'on adresse sur les autres. Et ici, ma foi, on doit prioriser. Et donc, on est pas média-centré, mais public-centré. On va chercher le public et on va se demander comment on peut toucher les publics plus âgés, les publics plus jeunes, les publics qui sont plutôt urbains, les publics qui sont un peu moins urbains, les publics qui sont peut-être plus conservatifs, qui sont un peu plus innovants, etc. Nous, on doit toucher tous les publics. On n'a pas de jugement de valeur du public. Les publics qui veulent plus de sport, puis un peu moins de ceci, ceux qui veulent beaucoup plus de contenu d'approfondissement, puis un peu moins de divertissement, etc. Et on doit chercher comment on les touche. Puis là, on doit fixer nos priorités. Parce que si on est présent pour tous ces publics sur toutes les plateformes, on n'y arrivera pas avec nos moyens. Donc on est en train d'opérer ça. Vous êtes en train de spécialiser en fait ces canaux. Ça, vous vous rendez compte que la télé va marcher avec une certaine démographie. Alors je vous donne un exemple très concret. Prenons la culture par exemple. La culture aujourd'hui, on pourrait dire que la plus grande partie de nos moyens, elle est en fait investie dans une chaîne de radio qui s'appelle Espace 2. Cette chaîne de radio, comme toutes les chaînes de radio et de musique classique dans toute l'Europe, a une audience qui s'affaiblit. Ok. Donc nous devons nous dire où est le public qui attend des contenus culturels, mais qui n'écoute plus Espace 2 ? Est-ce qu'on peut dire qu'il ne nous intéresse pas ? Un service public n'a pas le droit de se dire ça. Donc, nous devons redistribuer nos contenus culturels sur les bonnes plateformes. Et quand je dis plateforme, je dis aussi radio et télévision. Et donc, on va faire 2 pas en arrière et considérer ce qu'on doit mettre sur une chaîne de radio Espace 2, quitte à la profiler, par exemple, à dire, OK, Espace 2, c'est une chaîne de musique classique, beaucoup plus profilée, et redistribuer les contenus culturels par les non-musiques classiques sur d'autres vecteurs, à commencer par d'autres chaînes de radio, Vertigo sur la première, qui marche très très bien, puis en télévision, peut-être qu'il faut inventer de nouveaux rendez-vous culturels en télévision, et sur des réseaux sociaux avec une marque RTS Culture Digitale. Autre exemple, aujourd'hui on constate, les études le montrent, que 53% des jeunes en Suisse ne s'informent plus à travers les médias. 53% n'ont plus besoin de nous. La question, c'est pas de les blâmer, c'est de se dire qu'est-ce que nous faisons pour les toucher là où ils sont. Et en fait, je pense qu'on n'en fait pas assez. Donc, on doit inventer de nouveaux formats sur l'info, cœur du service public, pour aller toucher ces jeunes-là. Et pour cela, nous avons lancé il y a quelques années avec succès Nouveau, qui marche très bien sur Facebook et d'autres réseaux sociaux. Nous avons lancé Tataki qui ne fait pas de l'info, mais on voit que c'est possible d'aller toucher une cible très très réduite entre 15, disons 20 ans. Et puis on est en train de réfléchir à ce qu'on appelle chez nous Info M35, l'info pour les moins de 35 ans, sur du digital et de la télévision, pourquoi pas. Et là, l'idée c'est de créer une offre nouvelle, originale, avec un nouveau style, un nouveau format, mais qui reste de l'information crédible, pertinente, etc. Mais en fait, vous parlez beaucoup de ces plateformes tierces. Alors vous dites que les gens, 53% des jeunes ne s'informent pas avec nous, mais en fait, ils s'informent avec vous en passant par des réseaux sociaux, dans certains cas en tout cas, parce que c'est assez frappant. Je me rappelle quand YouTube est apparu, c'est en 2006, on a parlé, voilà, ça y est, on a mis à niveau l'amateur et le professionnel. L'amateur peut faire une vidéo et puis avoir des millions de vues. Aujourd'hui, c'est fini.
quasiment 100% du contenu qui est fait, qui apparaît sur YouTube et en tout cas qui marche, c'est du contenu qui a été repris par une télé, dans le meilleur des cas publié par la télé elle-même, mais en fait c'est votre contenu qui arrive. Et alors il y a toute cette problématique du bras de fer en fait entre vous et le public. Aujourd'hui s'est installé de nouveaux intermédiaires, alors que, bon, parenthèse, mais la révolution technologique nous promettait moins d'intermédiaires, des coûts plus bas, etc. Bref, la fin des monopoles, on en est très loin. Mais aujourd'hui, vous avez ces intermédiaires. Et il y a 10 ou 15 ans, d'ailleurs, les médias ont été les premiers à tirer la sonnette d'alarme en disant « Attention, on a un problème avec des plateformes comme Facebook et Google qui, en fait, maîtrisent le flux de trafic et peuvent un peu gérer ça à leur bon vouloir. Vous n'avez pas été trop entendu. On vous a dit que vous résistiez à l'innovation, que les médias étaient trop conservateurs. Et puis aujourd'hui, énorme virage de la société dans son ensemble. D'un seul coup, diabolisation complète de ces plateformes digitales qui deviennent les ennemis de la démocratie, des médias, de l'information, etc. Comment est-ce que vous approchez aujourd'hui, avec tout ce nouveau contexte, cette relation avec ces plateformes tiers qui, elles, ont réussi à s'imposer, à devenir le tuyau par lequel doit passer le contenu pour atteindre les jeunes générations ? Tous les médias se posent cette question aujourd'hui. On est vraiment à un virage historique. Ce virage historique, il s'est amorcé lorsque Facebook a modifié ses algorithmes à la fin de l'année dernière, si je ne me trompe pas. Et là, tout d'un coup, il a privilégié la communauté plutôt que les contenus, disons, les médias, etc. Et là, toutes nos audiences ont chuté brutalement. Et donc, tout d'un coup, on s'est dit, mais dans le fond, est-ce qu'on n'est pas en train de mettre tous les œufs dans le même panier ? Est-ce qu'on n'est pas en train de vendre les bijoux de famille ? Parce que, et c'est d'autant plus important pour un média de service public, c'est important pour un média commercial aussi qui doit avoir ses contacts pour se valoriser. Mais disons, pour nous, philosophiquement, c'est très important parce que si ceux qui décident de la pertinence pour le consommateur, pour le public, ce qui décide de la pertinence d'une information, c'est des algorithmes à but commercial, c'est la fin du service public. Le service public en Europe sont en train d'amorcer une réflexion profonde, en train de se dire, est-ce qu'on ne devrait pas reprendre la maîtrise de nos contenus. Exactement, parce que là, vous avez un intermédiaire qui a un intérêt qui n'est pas aligné avec le vôtre. Exact. C'est-à-dire que lui va, par exemple, essayer de mettre en avant le contenu qui lui permet qui est le plus rentable, donc sur lequel il va pouvoir mettre le plus de pubs, et vous n'allez pas pouvoir contrôler quelle publicité vient. Par exemple, vous avez une interdiction vous avez en tout cas des contraintes au niveau de la publicité de par votre régulateur, et Facebook, qui est en Californie, lui, peut mettre des pubs sur votre contenu, dont il garde l'immense majorité des revenus. Alors il y a cette question-là, et puis il y a la question après des données, parce qu'on sait bien que l'or noir aujourd'hui, c'est les données. Elles ont une valeur marchande extrêmement grande pour ces opérateurs, évidemment, et il n'est pas juste que ces opérateurs fassent du business sur les données que nous lui fournissons à l'insu de notre plein gré. Il n'est pas juste, car le public qui nous consomme, il a aussi le droit de nous consommer, entre guillemets, gratuitement, sans enjeu économique derrière. D'autant plus que vous disiez que vous êtes en train de recentrer l'organisation sur le public. Exact. Voilà, et ça, c'est la troisième composante, c'est qu'on a besoin de savoir ce qui intéresse le public pour lui adresser les bons contenus. D'accord ? Dans une vision de service public qui, au lieu d'enfermer sur des centres d'intérêt, les ouvre, pousse à la curiosité. On a d'ailleurs à cet égard, par exemple, par parenthèse, développé, on est leader dans un groupe de l'Eurovision, de l'IBU. On est leader, nous, la RTS, pour construire des algorithmes de curiosité de service public, pour aller ouvrir sur d'autres thématiques. Et la SSR va développer une plateforme numérique à partir de l'année prochaine qui vise exactement à faire circuler ces contenus. Vous vous intéressez sur un contenu, vous avez l'habitude de regarder le contenu dans la télévision de votre langue, la RTS par exemple en français, mais sachez qu'à SRF, en allemand, on a aussi produit un contenu, on vous le donne, sous-titré, adapté, etc. Bon. Eh bien, nous, on est en train de développer maintenant une politique de data. Et en fait, on arrive dans un moment de décision qui est vraiment crucial. Si vous voulez avoir la maîtrise des data pour pouvoir aller dans cet esprit de curiosité de service public, il faut les collecter, il faut les maîtriser, et il faut donc un login. Est-ce que le login est compatible avec un service public qui se veut généreux, ouvert à tous ? C'est une vraie question de fond, un peu philosophique. Moi, je pense que de plus en plus, la réponse c'est oui, c'est compatible. Parce qu'il y a de moins en moins de prévention d'abord avec le login, quelle que soit votre consommation digitale, disons 80%, aujourd'hui vous vous loguez quasiment automatiquement. Mais nous devons amener de la confiance. Si vous nous donnez vos données, vous êtes certain que nous n'en ferons pas un usage commercial. Voilà, potentiellement, il y a toutes les questions politiques, de respect de la vie privée, d'identifier le bord politique d'un téléspectateur de par les vidéos qu'il a consommées. Voilà. Et puis ensuite, c'est d'établir un catalogue de prestations qui justifie que lorsque je me logue,
j'ai accès à beaucoup plus de prestations de services, disons, que ce que je pourrais avoir lorsque je regarde le live sans login. Ce que vous avez devant vous, c'est une décision énorme et très risquée, parce qu'en fait, vous allez pouvoir, techniquement, on sait que ces plateformes existent, qui permettent d'héberger ces vidéos, son contenu depuis très longtemps. Maintenant, le jour où vous vous privez des réseaux sociaux, vous avez tout ce trafic latent, organique, tous ces followers qui ne vont plus forcément venir sur votre plateforme. Donc, vous allez passer d'une logique où vous avez plus de contrôle, mais sur moins de trafic, et les réseaux sociaux vous donnent moins de contrôle, mais plus de trafic. En tout cas, vu qu'on les a laissés se développer un petit peu de façon... ils ont pu faire un peu ce qu'ils voulaient. Et donc ça va être là tout l'équilibre à trouver, la phase de transition, et probablement que le fait que les médias se replient sur leurs propres solutions va aussi faire réagir ces plateformes qui du coup vont peut-être vous appeler en vous disant on est d'accord de vous donner nos datas, des choses comme ça, parce que ça va mettre la pression sur eux. Oui, mais moi je pense qu'il faut pas comprendre qu'on va déserter les réseaux sociaux. Je pense qu'on a besoin des plateformes tierces. Ce serait à mon avis un très mauvais signal. C'est impossible d'imaginer de rapatrier tout le public sur nos plateformes propriétaires. Il faut donc jouer sur nos plateformes propriétaires dans une relation directe, de maîtrise de relations, et en même temps sur les plateformes tierces. Mais un peu comme un mécanisme d'appel en fait, un peu un mécanisme de ramener du trafic, par exemple, avec des formats plus courts. Et puis moi je trouve assez beau d'ailleurs qu'on puisse déposer sur les réseaux sociaux, dans la nature entre guillemets, des contenus dont une communauté s'empare pour ensuite le faire vivre. Parce que là, on n'a pas évoqué encore, il y a toute la question de l'interactivité, de la co-création, etc., des contenus ajoutés, produits même par les utilisateurs. Et je pense il faut être capable de jouer aussi sur cette dynamique. C'est une dynamique complémentaire, en fait. Comment est-ce que vous mesurez aujourd'hui la performance du travail qui est fait par cette maison ? Alors, on le mesure de façon traditionnelle, classique. On a des mesures d'audience radio, télévision traditionnelles. Mais alors justement, et toutes ces nouvelles plateformes, alors où est-ce qu'elles apparaissent ? Je vais y arriver. Sur la radio-télévision, on a des systèmes, je ne vais pas entrer dans le détail ici, différents, mais à la fin, on a une audience consolidée de la consommation, pour la télévision par exemple, jusqu'à 2 heures du matin. Donc le rattrapage aussi. Voilà. Là-dessus, un petit mot, on constate qu'aujourd'hui, 25% de notre audience télé est déjà en rattrapage. On était à 0% il y a 5-6 ans, donc ça monte très très fort. Puis ensuite, on a l'audience des plateformes digitales. Et le drame, c'est qu'on ne peut pas additionner toutes ces audiences. Elles sont de nature totalement différente. Je donne un exemple pour me faire comprendre. Une vidéo sur YouTube, on a le contact, mais on ne sait pas si elle a été regardée jusqu'à la fin. On pense à travers des études qualitatives qu'elles sont relativement regardées longtemps, mais c'est impossible de mesurer la durée. En télévision, on peut savoir combien de minutes l'émission a été regardée par chacune personne, et on fait ce qu'on appelle des ratings. Quelqu'un qui a regardé l'émission du bout en bout compte pour 1, quelqu'un qui a regardé la moitié compte pour 0,5. Et ça, on a une audience consolidée, où en fait, quand on dit on a X milliers de téléspectateurs, c'est ce que je viens d'expliquer. En nombre de contacts, c'est beaucoup plus, mais en fait, le rating additionne le temps de consommation. Ce n'est pas le cas sur les plateformes digitales, donc on a un problème. Alors, on est en train d'essayer d'inventer une formule magique dans la maison, pour faire ce qu'on appelle l'empreinte. Dans le fond, quel est l'impact qu'on a sur le public, sur la société, à l'addition des audiences classiques et à l'addition des contacts et des interactions, puisque sur les réseaux sociaux, on a l'interaction. Et ça, c'est un truc, moi, qui me passionne. Pour la première fois dans l'histoire des médias, vous pouvez savoir à la seconde l'effet que vous produisez. C'est génial, ça, de pouvoir avoir cette interaction directe. Et donc, on est en train d'essayer de consolider ces audiences pour mesurer cet impact général, cette empreinte. Parce qu'une vue ne vaut pas autant que quelqu'un qui laisse un commentaire. Ça, c'est quelqu'un que vous avez réussi à beaucoup plus s'impliquer. Exact. Et du coup, on ne peut pas dire que ça compte pour deux. Les deux actions n'ont pas le même prix. Voilà. Donc, en effet, vous devez compter un peu des pommes et des poires, ou des apple and oranges, comme disent les Anglais. C'est ça. Un des trucs, quand on parle d'audience, en fait, et là, vous mettez sur la table beaucoup d'équilibres qui sont très intéressants. Donc, ce partenariat, cette relation un peu amour-haine avec ces plateformes, la nécessité de faire de l'audience, et en même temps on parle beaucoup de dépendance aujourd'hui, notamment autour du téléphone portable, autour des réseaux sociaux. Comment est-ce que, en tant que service public, vous avez une approche beaucoup plus responsable peut-être que les médias privés, vous n'avez pas les mêmes objectifs. Comment est-ce que vous approchez d'un côté votre envie que votre contenu soit plus consommé, qu'il soit vu par plus de gens, et de l'autre ces problématiques de dépendance? Est-ce que c'est quelque chose que vous mesurez, dont vous avez conscience, ou c'est pas encore un problème suffisamment important pour qu'il soit sur votre radar? On en a conscience parce que c'est un thème de société. On ne peut pas le mesurer parce qu'on n'a pas les données d'utilisation de nos individuels, et on ne veut pas les avoir, on ne veut pas les exploiter aussi précisément.
Nous, notre première mission, c'est d'informer le public. Et donc, on a beaucoup d'émissions qui sont consacrées à ce thème. C'est un vrai problème de société qu'on traite, effectivement. Est-ce que je me rappelle avoir entendu une interview de votre prédécesseur, Gilles Marchand, il y a un an. Vous étiez déjà en poste à la direction de la RTS. Lui, maintenant, est parti donc à la direction du groupe, si je prends des termes d'entreprise. Et en fait, on lui disait, mais vous trouvez pas que maintenir toutes ces chaînes radio, ça met un énorme poids sur les coupes? Il dit, mais vous savez, je veux pas vous être désagréable, mais aujourd'hui, lancer une nouvelle chaîne, ça coûte plus rien. Parce qu'on est justement dans la diffusion numérique. Il y a peut-être 30 ans, lancer une chaîne de télé, c'était une infrastructure monstrueuse. Lancer une chaîne de radio, c'est une infrastructure. Et aujourd'hui, une chaîne, finalement, c'est, pour prendre une image actuelle, c'est une sorte de playlist. Et puis, technologiquement, on rajoute une chaîne. Est-ce que ça a encore du sens, éditorialement, cette notion de chaîne? Est-ce qu'elle est pas en train de disparaître quelque part, de par le fait que, voilà, aujourd'hui, le câble, on est passé à 1000 chaînes ou 10 000 chaînes, je sais pas combien. Pourquoi est-ce que ça fonctionne encore comme ça, avec cette notion de chaîne? Quelle est sa pertinence? D'abord, c'est la question de l'usage. Comme je disais, il y a toujours dans la panoplie des usages le besoin d'avoir un flux, d'avoir, voilà, de pouvoir allumer la radio à un moment. Et pourquoi puis, c'est important, ça? Parce qu'on n'a pas besoin de choisir? Et je pense que c'est parce qu'on n'a pas besoin de choisir. On a longtemps pensé on a longtemps dit le public va programmer lui-même ses propres contenus, il va choisir. Mais à la fin, les gens se fatiguent. Oui, puis il faut un sacré savoir-faire. Il faut savoir ce qu'on veut, par exemple, et savoir ce qui est disponible. Mais regardez, les gens qui nous écoutent, et regardez vous-même, on a tous 180 chaînes à disposition sur le poste de télé, et combien on en regarde? 5. Parce qu'à la fin, c'est trop fatigant de passer son temps à faire sa propre programmation. On n'a pas le temps pour faire ça. Regardez le nombre d'applications qu'on a sur notre smartphone, à la fin on en utilise 5 ou 6. Ok, donc là il y a le métier de programmateur. Et alors là arrive une notion extrêmement intéressante, c'est celle de la confiance. Et en fait, celle de la marque. Et moi j'aime cette marque, une marque donnée, parce qu'elle me nourrit régulièrement, tous les jours. Et donc je lui fais confiance. Et notre responsabilité derrière la marque, c'est d'arriver à gagner cette confiance et à la conforter tous les jours. Ça, c'est le travail le plus précieux, le plus fin, le plus délicat qu'on doit faire. C'est un peu comme en amour, j'allais dire, pour être un peu grandiloquent. C'est de conforter cette relation au quotidien. Et donc, le travail de programmation est beaucoup plus difficile aujourd'hui parce qu'on doit faire son chemin dans une jungle de marques et de propositions éditoriales. Et on doit constamment capter le temps d'attention, alors que le public est très sollicité. Mais c'est un travail super passionnant. Et là, on revient au contenu, en fait. C'est les contenus qui font que la marque existe. Tout à fait. Et on en vient à une question que je voulais vous poser un peu sur le sens. Donc, les Suisses savent qu'il y a une votation, ça s'appelle, qui aurait pu aboutir à la disparition de l'institution, donc du service public. Cette votation a été rejetée. Mais qu'est-ce qui a changé là, dans ce rôle fondamental? Aujourd'hui, on dit aux entreprises qu'il faut qu'elles aient du sens. Hein. En anglais, on dit le purpose. Et c'est ça qui va permettre de motiver les gens. Comment est-ce que ce sens a évolué aujourd'hui suite à cette votation? Vous dites créer de la confiance. Ça, je pense que c'est un mot qui n'était pas forcément tout en haut des priorités de la RTS il y a 10 ans ou 15 ans. Enfin, on ne pensait pas qu'un média, son acquis numéro 1, peut-être c'était la confiance. Quels sont ces grands thèmes qui guident aujourd'hui la façon dont vous concevez le sens de cette institution? C'est juste de rappeler cette votation. En fait, nous sommes une institution en tant que média de service public financée par l'argent public. Bon, en Suisse, par une redevance payée par le public lui-même. Hein, c'est pas le budget de l'État. Et donc, on a longtemps pensé dans cette maison que tout allait de soi. Jamais, mais vous pensez jamais, quelqu'un aurait cette idée saugrenue de supprimer les médias publics, de renverser la table. Eh bien oui, en Suisse, la question a été posée. Elle a été l'objet d'un débat public intense. Elle a été votée un dimanche après-midi par le peuple suisse. Et heureusement, disons, elle a été tranchée assez radicalement à 72%, 72% à peu près. Mais nous, ça nous a beaucoup secoué. Parce que, disons, on s'est rendu compte à quel point rien n'était acquis. Plus rien n'est acquis. Y compris les institutions les plus solides. Et donc, que peut-être la démarche, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que la démarche venait peut-être un peu trop de l'intérieur et on allait vers un public en disant voilà ce qu'on a pensé, au lieu de se remettre à l'écoute des besoins. Et la force, moi j'étais très impliqué aussi personnellement, comme Gilles Marchand, comme tous les dirigeants ou même beaucoup de collaborateurs de cette maison, collaboratrices, la force de cette campagne en Suisse, qui a duré en fait plus que les 3 mois habituels, hein. Il y a une pré-campagne très très longue pour différentes raisons. La force de cette campagne, c'est que on a entendu à la fois l'attachement du public,
mais à la fois son exigence de dire il y a des choses qui doivent changer. Il y a des choses qui doivent changer dans l'attitude. Longtemps, on nous a dit vous êtes arrogant. Vous êtes un peu sur vos acquis, sur vos certitudes. On a une grande belle tour de 16 étages, de 17 étages à la télévision à Genève. Et donc, on dit c'est votre tour d'ivoire. On ne sait pas trop ce qui se passe là-dedans. La première mesure, c'est d'être non plus dans une posture traditionnelle des médias, verticale, top-down. Nous, on a l'info, on la distribue. C'était le cas il y a 20 ans. Et passer à une situation horizontale. On est en fait beaucoup plus modestement au milieu de la place du village, ou peut-être parfois dans les bords de la place du village. Et notre rôle, ça change le rôle des médias et du journalisme. Notre rôle, c'est pas de donner l'information que le public n'a pas, parce qu'il a l'information. Notre rôle, ça n'est pas d'être les experts qu'il n'est pas, parce que dans le public, il y a beaucoup plus d'experts parfois que dans nos rédactions. Notre rôle, c'est de participer à l'animation du débat public et peut-être d'ouvrir les lucarnes et de dire, OK, dans ce débat, il y a peut-être une voix que vous n'avez pas entendue. On va l'amener. Il y a peut-être un décryptage que vous n'avez pas perçu, on va l'amener. Il y a peut-être une profondeur d'analyse à laquelle, quand on surfe à l'écume des informations, on n'a pas perçu. D'où le travail d'enquête, par exemple, de reportage, qui est essentiel, que le public n'a pas les moyens de faire. Et là, on peut apporter quelque chose. Donc, moi, je pense la première chose, c'est qu'on a changé de posture. On s'est mis, à la hauteur du public, horizontalement, au milieu de cette place du village. Et la deuxième chose, comme média public, c'est de dire, nous sommes très différents des médias commerciaux ou des médias étrangers. Si le public paye 365 francs par année, 1 franc par jour pour nous, c'est que ça doit valoir le coup. Et ce coup, c'est la différence. Voilà. Dans le grand concert médiatique, on apporte une autre voix. En fait, si j'essaie de mettre des mots sur ce que vous me dites, c'est que vous réinventez l'institution autour de certaines notions comme la proximité. Donc l'idée, on n'est plus dans une tour d'ivoire, on est au milieu, on est un participant parmi des dizaines dans ce débat. Le côté transparence, vous avez lancé un truc que je vois beaucoup dans mon flux RTS, qui est l'info verso, où vous montrez comment travailler une rédaction, les doutes qu'il peut y avoir dans la tête d'un journaliste, les difficultés de couvrir. Là, il y avait un truc sur, on enregistre au mois de mai 2019, il y avait un truc sur le feu de Notre-Dame, les dilemmes que ça pose, c'est spectaculaire, qu'est-ce qu'on montre, jusqu'où. Et il y a aussi ce côté décodé, c'est-à-dire que quelque part la guerre de la rapidité de l'information n'est pas très intéressante, et donc vous faites prendre un pas de recul, vous amenez, comme vous dites, des nouvelles voix dans le débat. Il y a un mot que vous n'avez pas encore prononcé, qui à mon avis fait partie aussi, qui serait un peu une quatrième notion que moi je sens émerger beaucoup de l'RT, c'est la notion de lien. Cette idée que j'ai interviewé Bernard Rappa il y a quelques mois, et je lui parlais de ce discours qu'on entend aujourd'hui, que le délitement de la société, de la démocratie date un peu de l'arrivée des réseaux sociaux. Il lui disait non, moi j'étais correspondant aux États-Unis dans les années 80, quand les câbles, les chaînes câblées sont arrivées, et c'est là qu'on a commencé à avoir une fragmentation des discours où on pouvait s'enfermer dans une bulle, et les bulles de contenu, elles datent des chaînes câblées de bien avant. Voilà. Et à mon avis, ça date encore. Enfin, moi qui suis français, on peut passer sa vie à lire l'Humanité dans une certaine bulle idéologique, ou Le Figaro est dans une autre bulle idéologique. Bon, donc ça, c'est un très vieux problème. Mais j'ai l'impression que vous dites, par exemple, dans une interview, vous avez dit que vous étiez là pour créer une identité commune à la Suisse. Est-ce que vous pourriez m'en dire un peu plus sur ce rôle de lien, de recréer du lien peut-être entre les citoyens du pays autour de problématiques communes, d'un vocabulaire commun, de ces choses-là? Ça, c'est une partie de la différenciation, c'est que nous sommes un média public suisse, et donc notre première mission, c'est d'aider à faire société. Surtout dans un monde où il y a une fragmentation énorme dans le monde des médias. Hein. Je viens tout à l'heure de parler de la fragmentation des usages, et donc si on commence à adresser de façon personnalisée des contenus, on pourrait dire mais là vous faites fausse route parce que vous êtes en train de fragmenter totalement la société. Et là je reviens à la marque. L'addition de ces individualisations, de ces fragmentations, elle est portée par une marque, RTS. Et derrière la marque, c'est pas qu'un logo, c'est une valeur. Si les gens, je reprends mes mots, font confiance à la RTS, c'est parce qu'ils disent là, il y a une crédibilité. Là, quand je consomme RTS, je sais qu'on parle de choses qui m'intéressent. Donc forcément aussi de choses qui me concernent ici en Suisse. Voilà. Nous avons l'ambition, en fait, d'arriver à rassembler le plus grand nombre possible de personnes habitant la Suisse, pas seulement ceux qui ont le passeport suisse d'ailleurs, habitant la Suisse, pour aider à faire société suisse, à faire société en Suisse romande, à regrouper ces communautés. Donc à la fois, nous, en termes d'approche, nous cultivons des communautés parce que chacun a des attentes spécifiques.
Il ne faut pas aller contre ce trend, cette tendance, c'est pas possible. Mais au-dessus de ces communautés, on pense qu'on peut les rassembler. Et là, on est en train de réfléchir, par exemple, on pourrait imaginer que dans la communauté, vous avez des influenceurs, vous avez des gens qui, chez nous, sont des gens qui sont un peu les porte-voix, les porte-images de ces communautés. Ok ? Ce qu'on pourrait imaginer pour passer d'une communauté à l'autre, c'est que ces influenceurs se retrouvent sur des thématiques. À l'époque, on faisait des collaborations inter-chaînes, et maintenant on peut faire des collaborations inter-verticales sur les réseaux sociaux. Et je pense qu'il y a de nouveaux champs d'application qui sont en train de s'ouvrir pour pouvoir décloisonner les communautés. Elles existent parce qu'elles ont un côté fondateur, mais je pense qu'on peut aller au-dessus, et c'est la mission de ce média global, hein, on revient au début de l'entretien, ce média global RTS, de créer ces liens intercommunautaire, si vous voulez. Mais c'est un autre équilibre impossible en fait que vous devez faire, c'est que vous devez respecter en même temps les gens pour leur côté unique. On parlait de démographie, c'est sûr qu'on va pas amener le même contenu à quelqu'un de 65 ans qu'à quelqu'un de 15 par exemple. Et en même temps, vous devez pousser les gens à se mélanger, vous devez les pousser à se rencontrer. J'y crois. Et à ne surtout pas les enfermer. Non mais la vie est comme ça, le business c'est comme ça. Il faut toujours gérer des contradictions. Et en fait, il faut comprendre que c'est pas ou, que c'est et. Ce que vous disiez par rapport aux réseaux sociaux tout à l'heure, c'est pas les médias contre les réseaux sociaux. Il va falloir trouver les médias et les réseaux sociaux ensemble. Et vous savez pourquoi je pense que c'est possible ? Parce que à l'époque, où c'est encore le cas bien sûr aujourd'hui, parce que la télévision n'a pas disparu, nous sommes une télévision généraliste. Et la difficulté de programmation d'une télévision généraliste, c'est que vous avez de l'info, du sport, de la culture, de la musique, du divertissement, etc., et des séries, etc. Donc vous avez tout sur la même chaîne. On réussit. On a réussi à le faire pendant des dizaines d'années. On le réussit toujours globalement, même si le gâteau se rétrécit un peu. On est toujours la première télévision regardée par toutes les classes d'âge en tant que télévision. Okay ? Donc on arrive à créer de l'intercommunautaire sur une chaîne de télévision généraliste. Je pense qu'on va maintenant apprendre et réussir à créer de l'intercommunautaire, si vous voulez, sur les plateformes, à travers les plateformes digitales, ou les communautés digitales plutôt, devrais-je dire. Et je suis sûr qu'il y a des jeunes qui ont envie de dialoguer avec des plus âgés. On le voit dans la société, à quel point les jeunes vont de plus en plus chez les grands-parents. Parce qu'ils ont besoin de références historiques. De gens qui ne regardent pas leur téléphone quand ils sont là. Et oui, ils ont besoin de gens qui leur racontent des histoires d'avant. Ils ont besoin de se réancrer. Ils ont besoin de recréer, de sentir qu'il y a quelque chose derrière. Une continuité. Voilà. Après, ils font différemment, ils font d'autres choix, ils ont d'autres problématiques. Mais, voilà. Mais moi, je vois des jeunes qui manifestent pour le climat à côté de leurs grands-parents. Il y a les grands-parents qui sont solidaires de cette action des jeunes en disant mais qu'est-ce qu'on a fichu avec cette planète, etc. Donc prenons notre part de responsabilité maintenant à l'heure des choix politiques. Et ça, c'est notre mission de service public. C'est de participer à, je disais l'animation du débat, mais c'est ça une illustration, de participer à créer ce débat public intercommunautaire. Mais là, on pourrait parler de Paléo Futur, qui est un projet que j'ai fait à l'intérieur de la RTS et grâce en partie à vous. Ça, ouais. Exactement, et qui pour moi est une sorte de thérapie personnelle où j'en avais, ça me faisait peur, cette idée que d'un seul coup, sorti de nulle part, quelques génies de la Silicon Valley étaient arrivés, nous avaient amené des nouvelles idées, genre les réseaux sociaux et le crowdfunding. Et en fait, ce travail historique, Paléo Futur met en parallèle les innovations d'aujourd'hui et les innovations d'hier, c'est pas pour dire en fait on n'a rien inventé. Dans le fond, on n'a rien inventé, mais c'est pas pour pointer le doigt, c'est plutôt pour se rassurer, de dire non mais cette période, ok, elle est relativement innovante, à mon avis beaucoup moins que d'autres, mais en fait c'est la continuité de ce qu'on a surmonté depuis très longtemps, donc arrêtons de penser qu'on est largué. Et c'est vrai que ça pour moi c'est un vrai service public de dire aux gens non mais vous avez votre mot à dire et arrêtez de penser qu'en Europe on n'a rien compris par exemple et qu'aux États-Unis ils ont tout compris. Mais vous allez beaucoup plus loin. Si je reviens sur cette notion de lien, aujourd'hui, vous êtes dans une réflexion pour ancrer l'entreprise physiquement dans un lieu, le PFL, pour ne pas le nommer, dans lequel il y a des étudiants, il y a du passage, il y a des startups, il y a des entreprises. Vous faites cœur à cœur. Moi, ça me frappe toujours cette initiative où d'un seul coup, pour de nouveau les gens qui n'habitent pas en Suisse, mais vous mettez un studio dans la rue avec une vitre et on peut voir les animateurs et puis les gens peuvent interagir avec 24 heures sur 24 pendant une semaine. Jours, ouais. Voilà. Et donc, il y a ce côté physique, on en a pas parlé tout à l'heure dans votre mix média, mais en fait, il y a ce retour du physique et il y a ce retour du lien qui se matérialise même physiquement de par votre existence. Là, on fait l'interview donc dans les bureaux de Lausanne et on est dans un étage que vous avez repensé où vous testez une nouvelle façon de travailler pour la RTS dans laquelle on est dans une sorte d'open space intelligent où on n'entend pas forcément les gens parler comme dans les vieux open space. Mais voilà, en fait, cette notion de lien, vous êtes en train carrément de la vivre dans la façon dont vous travaillez, dans la façon dont vous êtes ancré dans le territoire.
Oui, la digitalisation, la virtualisation n'a pas supprimé la nature et donc le réel. Et on le voit aussi on est rattrapé aussi. On parlait de climat, par exemple, de préoccupations migratoires, de préoccupations d'équilibre mondial entre tout d'un coup des puissances qui émergent, etc. Toutes les crises politiques, populistes et autres, elles traduisent justement le fait que ce repli sur soi aussi, face à cette mondialisation, c'est les signes, disons, plutôt négatifs d'une situation bien réelle. C'est que les gens, dans le fond, à la base, ils ont des préoccupations chez eux, concrètes. Voilà, il ne faut pas vivre que dans les nuages. Mais ils vivent aussi dans les nuages. Et donc, il y a aujourd'hui, là aussi, c'est du « et », c'est pas « ou ». Il y a aussi ce double champ de tension. Eh bien, pour nous, comme médias, il existe très fortement. On est dans le nuage, si vous voulez, en termes de virtualisation. On virtualise toutes nos infrastructures. On a digitalisé toute notre production complètement. On est en train de virtualiser nos bureaux. On est en train de changer toute notre organisation qui passe de hiérarchie verticale à complètement horizontale. À l'heure où on parle, là, mai 2019, on lance avec nos managers des ateliers, des lunchs, de réflexion pour réfléchir sur notre nouveau management. Je ne peux plus être cadre ou manager aujourd'hui comme je l'étais il y a 5 ans. C'est un nouveau mindset, un nouvel état d'esprit. Tout ça, ça se modifie. Mais en même temps, la proximité, être proche des gens, être chez eux, leur parler d'eux-mêmes, etc. Et en même temps, on va de plus en plus sur le terrain. Il y a Cœur à Cœur dont vous avez parlé. Il y a notre présence dans les festivals. Il y a une autre émission qui me vient à l'esprit, qui marche vraiment très fort. C'est une émission qui s'appelle Caravane FM. C'est un concept qu'on a repris à une télévision belge. Et en fait, qui va dans des lieux clos, prisons, des hôpitaux, des lieux un peu fermés comme ça. Puis après, on a aussi en Suisse quelques villages un peu perdus. Les habitants de ce village m'excuseront, mais j'ai beaucoup d'attachement parce que c'est un village qui est proche de chez moi, en Valais d'ailleurs, entre autres, auquel je pense. Ils sont un peu loin des axes de la route, etc. Et en fait, dans ces lieux se créent des communautés de vie. Et notre idée, c'est d'amener une radio temporaire pendant 2 jours, une radio qui parle qui se fait fi des frontières de ce lieu. Et en fait, vous savez ce qui s'est passé, c'est que la première émission qu'on a faite sur ce terrain-là, c'était dans un hôpital, donc dans un EMS, donc dans un lieu pour les personnes âgées. Et à la fin de l'opération de l'émission, les personnes âgées nous ont dit « on ne s'est jamais parlé à ce point entre nous ». En fait, on ne se connaissait pas. Et il y avait énormément de richesse qui est sortie. On se rend compte que son voisin, on a plein de points communs avec. La vieille dame, elle venait se raconter au micro comme on fait aujourd'hui, des choses qu'elle n'avait jamais racontées en déjeunant avec la pensionnaire d'à côté. Et en fait, ça c'est très beau parce que là, nous remplissons notre rôle de média, d'abord, de mettre en relation les gens. On remplit notre rôle de média de service public, d'aller donner de la valeur aux gens. Les gens, c'est pas des objets de consommation. C'est pas des consommateurs, c'est des citoyens, des citoyennes. Voilà. C'est des choses banales de vie, etc. C'est ça le vrai sens. C'est ça le vrai sens d'un média. Un média, c'est puis on crée la communauté, crée la communauté comme je disais. Puis ensuite, on filme tout ça et on en fait une émission qu'on diffuse et qui a un succès considérable en télévision et on augmente la communauté. Tout d'un coup, il y a des gens qui prennent conscience de ce que vivent certaines personnes, certaines situations, etc. Voilà. Pour moi, c'est porteur de grand sens, de grande valeur et de grand sens. Oui. Alors il y a des gens qui créent du lien, comme vous, et pour moi c'est un des enjeux majeurs aujourd'hui, mais bien au-delà du monde des médias, socialement, globalement, vous l'avez dit, par rapport aux enjeux environnementaux, migratoires, économiques, et on sent que y a beaucoup de divisions aujourd'hui dans les pays. Et c'est vrai que beaucoup de médias, notamment dans le monde privé, et là je vais penser à mon pays d'origine, à la France, ont un fonds de commerce qui est l'opposé du lien, qui est la division. C'est-à-dire qu'on a l'impression que, moi ça me choque toujours, par exemple ça choque plus personne, mais le jour, je me rappelle l'attentat de Barcelone, où il y a une voiture qui vient de rouler sur la foule, les pubs, c'est des pubs de voitures, quoi. Et en fait, ça choque plus personne. Et en fait, on est pris, ces médias sont pris dans une logique qui est plus il va se passer un truc dramatique, plus les gens vont regarder, plus les pubs vont être vues, et donc plus ils vont gagner d'argent. Donc ils ont quelque part besoin de l'opposé du lien, ils ont besoin de la crise, ils ont besoin du drame pour gagner de l'argent. Comment est-ce qu'on va, d'abord, est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat? Et 2, comment est-ce qu'on va sortir de ça? Comment est-ce qu'on pourrait corriger le modèle pour que ces télés privées aient quelque chose à dire quand ça va bien?
Bon, moi je vais être modeste, je ne vais pas donner des leçons à des gens qui vivent uniquement des produits commerciaux. Nous avons la chance d'avoir une redevance qui couvre 3/4 de nos besoins. Cette chance, c'est pas un oreiller de paresse, elle est assortie d'un mandat, d'une mission. Et c'est pour cela que la mission est d'aller toucher tout le monde, y compris ceux qui n'ont aucun intérêt commercial. Mais pour répondre à votre question, elle est essentielle cette question, parce qu'en fait, il est vrai que la crise fait vendre. C'est absolument vrai. Et ça, c'est notre faute à nous, d'ailleurs. Moi, je ne pointe pas le doigt vers les médias, mais dès qu'il y a un attentat, on est tous collés devant notre télé. Exact. Donc, c'est notre faute à nous. Et puis, ce qui est vrai aussi, c'est qu'on a longtemps, disons, cultivé le journalisme des mauvaises nouvelles, le journalisme de crise. Il y a aussi, et ça fait partie du journalisme, et c'est une mission qu'on doit aussi adopter, le journalisme d'enquête, parfois, qui va pointer là où ça fait mal. Alors, c'est ce que les gens appellent, c'est sensationnel. Moi, c'est pas vrai. Le but, c'est pas de chercher la sensation. C'est de remplir notre rôle d'aussi éveiller à la vérité, éveiller à la réalité. Hein. On doit être cet aiguillon. Et de créer une vérité partagée. Voilà. Mais au-dessus de tout ça, ou à côté de tout ça plutôt, pas au-dessus, à côté, il y a aujourd'hui toute une réflexion qui commence à poindre, chez nous aussi, de ce qu'on appelle le journalisme constructif. Le journalisme de solution. Moi, je crois beaucoup à ça, non pas parce que j'ai envie qu'on raconte que les trains qui sont à l'heure dans la gare, ça intéresse personne, et ça ne nous intéresse pas. En revanche, comme médias de service public, nous nous adressons à des citoyennes et des citoyens. Ceux qui vont changer le monde, c'est eux, c'est pas nous. Il faut être un peu modeste par rapport à ça. Les médias n'ont pas vocation à changer le monde. Parce que si le média se substitue aux citoyens, il y a un petit problème quand même d'impartialité, etc., de positionnement. Dans le fond, c'est le public qui va changer le monde. Donc on doit donner le maximum d'informations au public pour qu'il puisse prendre en responsabilité ses décisions. On doit animer tous les débats avec toutes les opinions, dans le respect de la loi bien sûr, pour que le public puisse se forger son opinion. Et on doit aussi montrer ce qui marche, pour que le public puisse dire « mais si on montait ça en puissance », ces initiatives un peu locales par exemple, si on arrivait à en faire quelque chose de plus universel. C'est ça le journalisme constructif, c'est d'aller chercher les leviers de la transformation. Donc c'est un schéma que je vois beaucoup, qui est quelque part assez ironique. Par exemple, si on prend le monde de la musique, aujourd'hui, les musiciens doivent retourner faire des performances devant leur public, ce qui était leur business model il y a 100 ans, avant l'invention. Et vous, on a l'impression que la technologie, cette révolution digitale, vous renvoie vers votre ADN, vous renvoie vers votre passé, qui est d'aller au cœur du débat, d'aller proche des gens, de vous mettre à leur service. Ça s'appelle un service public. C'est peut-être ça qui avait été perdu pendant progressivement, et sans qu'on puisse pointer le doigt à qui que ce soit, mais ça a été peut-être un peu perdu parce l'institution s'est plus centrée. Et je dis ça sur elle-même. Je dis ça parce que moi, c'est le péché capital que je vois tout le temps les entreprises faire. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on fait passer un peu ses contraintes à soi. On a l'impression qu'on sait et on n'écoute plus assez les clients. Il y a une génération dont on parle beaucoup. Alors moi, j'aime pas beaucoup ces généralisations autour des générations, mais c'est les fameux millénials. Et un des piliers du discours technologique, c'est de nous dire qu'il y a une rupture totale dans les usages, que c'est une génération complètement différente, donc qui est née avec un smartphone dans les mains et qu'elle ne fait rien pareil que les autres. Bon. Et vous, les millénials, vous êtes en contact avec eux de deux façons. C'est une partie de votre audience et c'est une partie de vos employés. Et j'aimerais vous entendre sur votre constat. D'abord, les millénials audience, est-ce que vous voyez vraiment une rupture dans les usages de consommation de contenu avec cette génération? Est-ce qu'il y a vraiment un avant et un après, et est-ce qu'il est vraiment situé sur cette génération-là? Oui, il y a un changement objectif, mais je reviens à cette logique transmédia. Les millénials consomment toujours de la télévision, mais simplement beaucoup moins que les générations précédentes. Mais alors attention, télévision, on dit quand on est assis devant son écran, est-ce que quand on regarde une séquence de l'RTS sur YouTube, on est devant la télévision ou pas? dans votre réponse? Non, alors c'est compliqué, parce que ils sont devant l'appareil télévision moins. À la base, c'est de la télévision, voilà. Mais ils sont moins souvent devant l'appareil télévision, mais ils y sont toujours. Dans cette classe d'âge, nous sommes la première télévision regardée. Toujours. Simplement, je n'ai plus les chiffres en tête, mais leur part, dans leur usage, leur part de télévision est beaucoup moins grand que dans les autres générations. Cette génération, ce sont des omnivores médiatiques. Moi, je les appelle comme ça. Si on regarde la population générale, qui est marquée par les générations plus âgées en termes de poids démographique, eh bien, dans cette population générale, il y a, dans le niveau, même avec la presse, il y a 2 médias qui sortent nettement du lot en termes de pénétration, de nombre de personnes et de temps passé.
c'est clairement la télévision. Clairement, c'est la plus grosse planète tout en haut dans le tableau. Puis la radio, un peu plus petite, mais au milieu. Puis en dessous, assez bas, la presse et les plateformes digitales, etc. Ça, c'est la population générale. 2017. Les jeunes, c'est en fait 5 planètes de toute la même taille les unes sur les autres. C'est pour ça que je les appelle les omnivores médiatiques. Et dans ces planètes, il y a télévision, radio, il y a le WhatsApp et les plateformes de ce genre, et il y a Spotify, les streaming audio, etc. Donc il y a toutes sortes de consommations éclatées. Et puis des frontières qui sont impossibles à tracer, parce que je pense à 120 secondes, qui est cette séquence radio que vous avez commencé à filmer et qui fait un carton sur YouTube. Donc on n'est pas dans la télé parce que c'est une caméra que vous avez mis dans un studio radio, on n'est pas dans la radio parce que c'est filmé, voilà. Et en même temps ça cartonne, et du coup c'est une audience qu'on peut plus vous compter ni sur la radio ni sur la télé, mais que vous avez conquise. Exactement. Dans complètement un nouveau mode de consommation. Voilà, donc mon petit dessin de planète montre qu'il y a effectivement un changement, une fracture, un bouleversement très très fort. Qu'est-ce que va faire cette génération dans 10 ans, dans 20 ans ? C'est la question de tous les futurologues. Est-ce qu'ils vont, comme on le pense plutôt, continuer à garder ces usages parce que la technologie est là à disposition, ou est-ce qu'ils vont changer lorsqu'ils deviennent adultes ou qu'ils s'installent ? Moi, je suis plutôt pour la première variante. Donc, nous devons nous adapter à cette situation nouvelle. Voilà. Puis à part ça, je pense qu'il faut s'adapter pour une autre raison. Si nous décrochons par rapport à cette génération, comme média et comme média de service public, c'est très très grave. Ça veut dire que notre marque ne va pas s'inscrire dans leur paysage mental. Et donc, on va casser la relation. Et comment on va la reconstituer plus tard ? Je ne sais pas. Donc, on doit être comme on l'était dans le passé avec les émissions pour enfants à la télévision. On doit exister en tant que marque. Ce qui me conforte, c'est que je vois qu'il y a une étude récente qui est sortie là, à l'Université de Zurich qui montre qu'à l'heure des fake news, les jeunes disent « Ok, nous on consomme beaucoup moins la télévision, la radio ou les médias classiques, y compris sur les plateformes digitales, mais on sait que c'est les médias crédibles. » Pour lancer Tataki, cette offre pour les millénials, pour les jeunes publics, sur les réseaux sociaux uniquement, on a fait une enquête très approfondie. Face-to-face, en ligne, etc., des centaines de gens, des heures et des heures. Et bien, vous savez, il y a 2 résultats qui m'ont scotché, si vous me permettez l'expression. Le premier, c'est qu'ils ont dit, oui, on consomme moins RTS, c'est sûr, mais on consomme encore. Et pourquoi vous consommez ? Parce que c'est pas fake. Et bien, moi, je dis, quand un média, la première déclaration, les gens disent c'est pas fake. On en revient à la confiance. Eh ben, on a gagné. Un directeur de marketing, il est aux anges quand il entend ça. En fait, c'est marrant, c'est comme si ils étaient d'accord de descendre dans une bulle où c'est un peu plus désordonné, un peu plus bordélique. Voilà, Instagram, on regarde des vidéos pour rigoler, mais ensuite, pour aller vérifier quelque chose ou pour avoir une info sérieuse, pour se faire une opinion. Voilà, finalement, c'est comme s'il y avait une séparation entre médias entre guillemets sérieux et peut-être forme d'entertainment qui prend la forme de vidéos, de sons, mais qui ne sont pas finalement des médias de l'information. Et la deuxième info, je vous la glisse, c'est qu'en termes de personnification, ils adorent les humoristes, type les 2 Vincent de 120 minutes dont vous parliez, un humoriste qui est sur les réseaux sociaux comme Thomas Wiesel, ça ils adorent. Et ils nous disent Darius Rochebin, c'est-à-dire le présentateur du téléjournal, historique. Pourquoi Darius Rochebin ? C'est un repère, exactement. Et ça, c'est ma petite histoire avec les grands-parents. Alors, Darius Rochebin n'est pas un grand-parent, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est le repère, c'est le côté... Ah, il y a quelques jalons comme ça qui structurent un peu. Puis après, on fait du slalom là autour, mais disons, voilà, on a besoin de se retrouver. Mais c'est rassurant, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça permet de s'ancrer, puis de dire qu'on fait partie d'une communauté, parce que voilà, vous tombez sur quelqu'un au bout du monde, il va connaître Darius Rochebin, puis ça fait un lien. Enfin, franchement, c'est la place du village. La place du village, exactement. Et je me rappelle avoir parlé avec des gens qui bossaient dans le sport, genre les Jeux Olympiques, des grands événements, puis en fait, c'est vraiment cette notion d'expérience partagée, quoi. Si on a été à un match où quelqu'un a aussi été, ça nous crée un lien entre nous. Et voilà, il y a tout ce travail du lien derrière qui est, à mon avis, essentiel. Beaucoup d'entreprises, donc je vous ai fait parler du sens, quand on parle d'attirer ces jeunes employés, on vous dit tout de suite il faut avoir du sens, donc je pense que là vous êtes assez fort, le sens est assez clair. Il faut se battre, vous savez. Et on en a besoin. Oui, mais en tout cas la mission est là. Ensuite, l'accomplir, c'est bien sûr une difficulté, plus une organisation est importante, plus c'est un défi. Si maintenant on parle de ces millénials en tant qu'employés, comment est-ce que vous faites pour les attirer, et est-ce que vous devez leur proposer des choses différentes des générations précédentes ? Là, on a beaucoup de travail à faire. Là, on n'est pas encore assez bon. La part des jeunes générations, des millénials dans notre population d'employés est trop faible. Elle est très très faible. J'ai le chiffre que je n'ai plus en tête, mais je veux dire, elle est assez marginale. On est en moyenne d'âge autour des 45 ans. On n'est pas une si vieille entreprise, mais on entre chez nous
assez tard. Mais vous êtes quand même décalé par rapport à vos audiences. Oui, on est décalé par rapport aux audiences. Les employés audiences. sont beaucoup plus âgés en moyenne que les audiences. Ouais. Ensuite, on a une deuxième difficulté, c'est que la jeune génération, elle tourne beaucoup plus que la plus âgée. On est un marché du travail très petit en Suisse romande, bien sûr, c'est quoi, 2,5 millions d'habitants. On est évidemment le média audiovisuel principal. On connaît la crise de la presse qui fait que dès qu'il y a un titre qui ferme, tout le monde arrive chez nous, frappe à la porte. Donc, disons, on est un employeur médiatique extrêmement fort. Je n'en tire aucun bénéfice parce que ça nous met trop de responsabilités sociales. C'est pas possible qu'on soit, disons, je vais pas dire le seul média, mais qu'on soit à ce point, qu'on ait une telle responsabilité sur le marché médiatique. Alors, on a un éditeur qui est très fort, Intermédia, un autre aussi très très fort, Ringier. Heureusement, ils investissent beaucoup aussi, donc ça s'équilibre un peu. Mais ce que je veux dire, c'est problématique. Alors, mais les jeunes, eux, ils ont pas cette prévention. Ils viennent voir. Puis si ça leur plaît pas, ils sortent. Et puis ils créent leur propre boîte, et puis ils aménagent leurs horaires, et puis ils ont d'autres envies, et puis ils viennent travailler 6 mois chez nous, et 6 mois après, ils reviennent plus tard. Ça nous pose des problèmes d'organisation. Ça nous pose des problèmes aussi en termes de management, RH, professionnel. Et ce qui me frappe aussi, c'est qu'ils veulent prendre tout de suite des responsabilités. Et puis là aussi, il faut faire un peu de notre autocritique. Dans les médias, chez nous en particulier, il y a un peu une sorte de progression professionnelle, socio-professionnel, si vous voulez, qui prend un peu de temps. Tu vas faire tes classes d'abord en région, tu reviens après en centrale, tu travailles dans la centrale, dans la grande rédaction, où il n'y a pas des individus qui sortent du lot comme ça. Puis après, tu vas peut-être prendre la production, puis on monte les échelons. Puis un jour, tu deviens chef. Et donc le jeune, il n'a pas le temps d'attendre. Et puis surtout, il veut de l'individualisation, il veut être pris pour lui-même et pas rentrer dans un schéma et suivre un schéma qui a été fait pour les autres. Ouais. Et quand on les débriefe, dans le fond, quand ils partent, on les débriefe. Ils disent pourquoi vous partez. D'abord, ils disent mais je vais revenir. Ça, c'est intéressant, ok. Mais je vais voir ailleurs un petit moment, ok, très bien. Et puis ils partent parce que ils trouvent qu'on a des super conditions de travail. Ils trouvent que, disons, c'est bien, on peut faire des tas de choses, mais on peut pas prendre assez vite des responsabilités. Et c'est quoi les responsabilités ? C'est pas d'être chef, c'est de mener un projet, c'est de faire rapidement quelque chose. Ils ont une certaine urgence. C'est très bien d'ailleurs. Et ça, je reviens à cet exemple de changer de mindset pour le management. Le but n'est pas de devenir chef. Le but est de produire quelque chose rapidement, de produire du sens, de la valeur, du contenu, de mener un projet de transformation, mais très vite. Faites-nous confiance, donnez-nous les clés de la maison et on vous fait quelque chose. On a fait une jolie expérience ici. C'est qu'on a donné les clés de la rédaction TV pour faire le journal aux moins de 35 ans. Un tiers de la rédaction TV chez nous a moins de 35 ans. Et ils ont dit, on aimerait bien prendre un peu le pouvoir. Et alors, le Bernard Rappa, dont vous parliez, a dit, prenez les clés de la rédaction et vous faites le journal le 31 octobre 2018. Et là, ils ont vraiment fait tout seuls. On leur a dit, vous avez le plateau télé, on peut changer un certain nombre de choses, mais on ne peut pas le reconstruire. Okay, donc, ils ont changé le graphisme, ils ont changé... c'était un peu plus produit quotidien, si vous voulez, comme journal. Ils ont changé la manière évidemment, la hiérarchisation des sujets. Ils ont changé la manière de tourner les sujets. Ils ont changé la manière d'interviewer les gens. C'était très intéressant comme expérience. Et moi, je les ai débriefés aussi. Ils m'ont dit, voilà, on était très heureux parce que vous nous avez fait confiance et on a pu monter un projet. Et ça va bien, on est très contents. Et là, on retrouve une notion qui est essentielle, c'est qu'on a toujours l'impression que les technologies, les changements qu'il y a actuellement obligent les organisations à changer la façon dont elles interagissent à l'extérieur. Mais ce que vous dites, le mot confiance est sorti quand on a d'abord parlé de votre lien avec le public, mais en fait, c'est aussi quelque chose que vous devez faire à l'interne. Et je retrouve aussi l'empathie, c'est-à-dire que vous allez les voir, vous leur dites mais quoi vous avez besoin, au lieu de leur dire tiens voilà le moule dans lequel tu vas rentrer. Moi, ça me rappelle quand des fois j'aide des gens à trouver des boulots sur le marché le marché suisse romand. La première question que me pose un ingénieur, si je lui propose un poste dans la finance, il va me dire est-ce que je vais devoir mettre une cravate ? C'est le truc numéro 1 qui passe avant le salaire. Enfin voilà, parce que en effet, il y a une sorte d'inadéquation sur le cadre de travail, et donc c'est très bien que vous remettiez ça en cause. Et quand je vous écoutais, je me rappelais, en ce moment, il y a ces deux auteurs hyper intéressants, Nicolas Bouzou et Julia de Funès, qui tournent beaucoup, qui ont écrit ce livre qui s'appelle La comédie inhumaine, pour justement dénoncer le côté inique du travail. Et un des problèmes dont parlait Julia de Funès, elle disait, on considère
le management comme une récompense au lieu de penser que c'est une compétence. Exactement. Et je trouve que ça, c'est tellement fondamental. On dit, le fait de monter dans la hiérarchie va passer par le fait de devenir manager. Voilà. Moi, par exemple, personnellement, je ne veux pas être manager. Ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas les compétences pour ça. Et donc, il faut qu'on sorte de cette logique que la croissance dans la hiérarchie passe par le fait de devenir manager, parce qu'il y a plein de gens qui sont très mauvais managers. Et donc, voilà, ce que vous dites, c'est qu'il y a d'autres façons de grandir en ayant peut-être plus d'autonomie, en ayant peut-être des projets de plus long cours, plus de budget pour faire des choses. Et ça n'est pas que le succès ne se mesure pas qu'au nombre de personnes qu'on a ce soir. Je pense que puisqu'on parle de ça, que le management est un exercice qui devient de plus en plus difficile, de plus en plus passionnant, parce que sinon je ne le ferai pas, mais de plus en plus difficile parce qu'on doit piloter une transformation profonde de tout l'output, de tout ce qu'on produit, de tous les outils pour le produire, des bâtiments dans lesquels on est et de l'humain. C'est très très difficile. Pas difficile, c'est négatif. C'est très lourd, mais c'est passionnant. Et ça demande des compétences très très fortes. Et moi, je pense, je m'avance un peu en disant ça, mais je pense que, disons, on aura un peu moins de managers. Par contre, on aura toujours plus de gens qui font cette transformation, qui pilotent les projets de la transformation. Et là, vraiment, de façon très horizontale, en vous parlant, puisqu'on est dans l'audio, je dessine vraiment horizontalement, parce que je pense que c'est une foule de petites start-up, entre guillemets, de petites entités avec plein de métiers. Nous, on commence à réfléchir, à savoir si au lieu de passer d'une gestion industrielle de la production de la télévision, qui est vraiment la chaîne de production classique, voilà, plutôt verticale, si on ne devrait pas passer par des cellules autonomes, des entités dédiées, où il y a tous les métiers autour de la table. Mais ça change complètement mais c'est comme ça que discussion. travaillent ces entreprises qui ont eu des croissances Oui. énormes, des entreprises comme Uber, en fait, par exemple, qui n'a pas forcément très bonne réputation, mais je pense maintenant à Mantou, ex-Amaris, qui est une boîte de conseil qui est dans 55 pays en 11 ans, et leur secret, c'est qu'ils ont une sorte de tronc commun, c'est-à-dire qu'ils sont capables de connecter des nouvelles structures qui, quand elles arrivent et rejoignent l'aventure, reçoivent des outils, reçoivent un cadre de travail, reçoivent des valeurs, reçoivent une mission, mais ensuite, c'est à eux de l'appliquer. Donc, en fait, il y a cette image extraordinaire utilisée par le général McChrystal dans un bouquin qui pour moi théorise justement la façon dont on doit gérer une organisation au XXIe siècle, qui s'appelle Team of Teams, le livre, et il dit, moi on m'a appris à être un joueur d'échecs, aujourd'hui je dois être un jardinier. C'est-à-dire que je dois créer un cadre pour que les plantes poussent. Avant c'était à moi de jouer de bouger les pièces et de leur dire ce qu'elles devaient faire, aujourd'hui. Et c'est ça que vous me décrivez, c'est que vous êtes un jardinier et que votre but n'est pas de dire à chacun ce qu'il doit faire, c'est plutôt de leur donner un cadre et ensuite de laisser ses talents s'exprimer, de prendre la place qu'ils veulent prendre dans le respect des règles, de la communauté, du sens général de l'entreprise, des valeurs qu'elle défend, etc. C'est un peu ça votre vision. Exactement, c'est cette responsabilité-là, on est parti de là, c'est cette responsabilité-là que les employés ont envie de prendre. Laissez-moi faire. Voilà. Et qu'on serait fou de pas leur donner. Mais oui, c'est ça. Alors bon, c'est pas si facile à organiser au quotidien dans l'entreprise, parce que ça bouleverse les structures, les process et tout ça, mais c'est ce vers quoi il faut tendre, absolument. Be My Guest, c'est un podcast qui est fait avec l'école Créa, donc il y a beaucoup d'étudiants qui nous écoutent. Est-ce qu'aujourd'hui c'est une bonne idée pour quelqu'un qui a 20 ans, qui se demande ce qu'il va faire de sa vie? Est-ce que c'est une bonne idée d'aller dans le monde des médias, à votre avis? Oui, c'est une très bonne idée. Moi, j'ai 3 garçons. Le troisième veut faire journaliste. Au début, je lui ai dit te fous, évidemment, parce que tout le monde dit ça lorsqu'on entend ça. Mais je l'ai dit évidemment avec le sourire, parce que sinon, je ne ferais pas le métier que je fais. Je vais vous dire pourquoi je pense que c'est vraiment passionnant et c'est un métier d'avenir. D'abord, j'aimerais dire que je comprends que les gens se posent la question. Mais quand vous regardez comment on parle des médias, dans les médias d'ailleurs, comme ça, dans le public, ça n'est que en termes négatifs. C'est la crise des médias, c'est la crise de la presse, c'est des titres qui ferment, c'est des licenciements, etc. On n'a plus besoin des journalistes, etc. C'est le monde politique qui brocarde les journalistes. C'est le monde politique c'est Trump qui vire la CNN de la conférence de presse. C'est les fake news et tout ça. Moi, je pense qu'il est temps maintenant de réenchanter les médias. Parce qu'une démocratie sans les médias n'est pas possible. Pour la simple et bonne raison, non pas que c'est le seul élément constitutif de la démocratie, mais pour le dire simplement, et je l'ai dit il y a quelque temps devant des jeunes, j'étais invité à Sion dans une centaine de jeunes, c'était passionnant comme discussion. Le peuple élit ses représentants. Dans les démocraties à travers le monde, c'est un tout petit peu moins le cas avec le droit d'initiative en Suisse, mais dans les démocraties, le peuple élit, puis ensuite, prochain rendez-vous dans 4 ou 5 ans.
comment est-ce que l'opinion publique va exister et challenger le politique pendant ces 4 ou 5 ans? Sinon, à travers les médias. Comment autrement? Les médias qui doivent refléter l'opinion, la faire exister, aller chercher sur le terrain l'opinion publique pour challenger les politiciens, et les médias qui doivent aller observer le monde politique, parfois le critiquer, parfois enquêter, je le disais tout à l'heure, pour restituer ce que le politique ne veut peut-être pas montrer au public. Eh bien, ce relais entre le peuple qui élit et ses représentants, c'est le rôle des médias. C'est pour ça qu'il est essentiel pour la démocratie. Eh bien, cette fonction, elle ne disparaît pas parce qu'on a digitalisé les médias, parce qu'on change de format, parce qu'il y a les réseaux sociaux. Elle existera toujours, mais sur des formes différentes. Et on en a plus besoin que jamais, Plus besoin que jamais, et on le voit très bien de plus en plus avec le recul sur ces dernières années en politique. C'est pour ça que être journaliste demain, c'est un métier d'avenir, mais autrement. Et moi, je fais appel à ce que des jeunes se mobilisent pour venir nous aider à réinventer le métier, à réinventer le média. Mais votre industrie vit un paradoxe incroyable. C'est-à-dire que sur les 20 dernières années, les revenus ont baissé, ou en tout cas proportionnellement aux heures de contenu qui sont créées, à l'effort qui est fait. Et en même temps, l'usage des médias a explosé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec les téléphones portables, les gens passent 5 ou 6 heures en contact avec votre industrie, alors qu'avant, c'était beaucoup moins. Et j'ai l'impression qu'on est en train d'arriver au bout de cette crise. C'est-à-dire qu'on sent aujourd'hui qu'il y a des modèles économiques qui émergent. On sent qu'il y a des médias qui recrutent. On sent qu'il y a des médias qui arrivent à trouver des formats qui marchent. Je pense à l'émergence des podcasts, justement aux États-Unis, où d'un seul coup, on voit des podcasts d'investigation d'une qualité énorme qui ont demandé beaucoup d'investissement. Et donc, en termes, vous avez parlé du sens, vous avez parlé du rôle des médias qui peut-être revient de façon urgente sur le devant en haut de la liste des priorités. Mais est-ce qu'on ne va pas aussi vers un âge d'or économique, quelque part, où les moyens vont de nouveau grandir après s'être contractés pendant assez longtemps, tout simplement parce qu'on a l'impression qu'il y a une prise de conscience du public aussi qui veut payer les médias. Moi, je sais que mon épouse, qui est américaine, n'a jamais autant soutenu financièrement les médias de son pays de façon volontaire, assez souvent. Et aussi, on a l'impression que ça y est, ça redevient rentable, qu'on peut regagner de l'argent avec le contenu. Oui, ce qui est juste, c'est ça, c'est qu'on peut regagner de l'argent avec des contenus. On l'observe de plus en plus. Le public prend conscience de la valeur du coût du contenu. Ils prennent conscience qu'un contenu gratuit, c'est un contenu qui n'est pas nécessairement de bonne qualité. Il faut bien financer la qualité. Je pense qu'il y a une prise de conscience lente, mais qui se fait. En revanche, je ne sais pas encore si on va considérablement augmenter les revenus. Ce qu'on observe, c'est que la publicité, par exemple, elle se dépolarise complètement. En Suisse, par exemple, la presse avait grosso modo 2 milliards de pubs il y a une dizaine d'années. Elle en a plus qu'1 milliard, ce qui explique sa crise profonde. Pendant ce temps, à l'heure où on se parle, il y a 2 milliards et un peu plus de pubs online en Suisse, dont 1,5 milliard sur les moteurs de recherche. Création de valeur journalistique, 0. Les fenêtres publicitaires suisses, les chaînes étrangères françaises en Suisse romande par exemple, qui viennent faire du marché publicitaire chez nous, elles gagnent plus d'argent que le média audiovisuel public suisse. Et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que vous êtes en train d'engager, c'est de rapatrier les audiences vers vous pour reconquérir ce gâteau. Mais en tout cas, ce que vous dites, c'est que, ça rejoint ce que je viens d'expliquer, c'est que le gâteau a grandi. Oui. Donc si vous arrivez à mettre la main sur une plus grande part de ce gâteau, vous allez vers des moyens qui vont augmenter économiquement. C'est ça, mais en termes économiques, il faut observer qu'en Suisse ou en Suisse romande, de plus en plus d'acteurs étrangers gagnent de plus en plus d'argent, mais sans rien produire en Suisse. Sans rien produire de Suisse. Donc, vu à l'échelle macroscopique, il est vrai qu'il y a toujours plus d'argent pour produire des médias, mais la question que je pose, c'est qu'est-ce qu'on produit de Suisse? Alors, pas dans une vision protectionniste, mais dans une vision de diversité culturelle. La somme des budgets de tous les services publics européens, 64 radios et télévisions publiques de toute l'Europe, c'est 12 fois moins de budget que les GAFA. Mais ils produisent, les services publics, 2,5 fois plus de contenu que les GAFA. Et c'est ça le grand bouleversement du monde économique, du monde économique médiatique. Le grand combat, quelque part. De vous, le mot combat n'est pas juste. C'est qu'il y a toujours plus de médias, il y a toujours plus de contenu qui circule, mais quelle est la part de contenu original produit? Et quelle est la part de contenu original produit dans les différents pays européens? Et puis quelle est la contribution sociale? Parce que là, on peut aussi parler de l'imposition des GAFA, qui est un problème.
Et finalement, derrière la production de contenu, c'est quelle est la part de notre identité qui se déploie dans sa diversité culturelle. Et là, la situation est assez alarmante. Moi, ce que j'entends quand je vous écoute, je me dis c'est pas forcément un problème que le marché seul va pouvoir résoudre. Et ça me fait penser, ayant grandi en France, à la loi Toubon, par exemple, où pareil, on a pointé du doigt en disant c'est un scandale, vous êtes en train de limiter l'innovation. Tous les ados, on écoutait de la musique américaine. D'un seul coup, il fallait balancer un quota de chansons françaises. Et aujourd'hui, quand on voit ce qu'ont fait les Chinois en protégeant leur marché domestique de ces plateformes et qui du coup maintenant ont une industrie qu'ils maîtrisent, alors avec des fois des agendas politiques qu'on peut critiquer, mais on se dit que c'est pas si bête finalement. Et donc j'ai l'impression que ce que vous dites, c'est que il faut peut-être pas laisser le marché régler ce problème parce qu'il y a des gens qui ont réussi à tricher entre guillemets en étant en Californie, à venant faire de l'argent, extrayant de l'argent du marché suisse. Il faudrait peut-être une intervention du régulateur pour mieux protéger le marché et au fond ramener tous les acteurs autour d'une question fondamentale, c'est que vous êtes en train d'utiliser un territoire, vous êtes en train de sortir de la valeur d'un écosystème, mais qu'est-ce que vous lui apportez? C'est un peu ça, le résumé. Et je vais prendre sur moi, parce que vous-même, vous avez dit que le but, c'est pas de diaboliser les plateformes. Mais voilà, moi, je pense, c'est moi qui le dis, c'est pas vous, qu'il y a en effet une tension qui s'est créée et que les GAFA, aujourd'hui, doivent vraiment se poser la question du sens, justement, et peut-être la crise que vous avez connue à travers Nobilac, ça leur ferait du bien de la connaître et ça leur permettrait de se recentrer sur les besoins des gens qu'elles, au fond, elles doivent servir. Une dernière question. Moi, ça m'intéresse beaucoup parce que votre rôle aussi, c'est de préparer cette organisation à l'avenir. Qu'est-ce que vous avez comme technologie, comme bouleversement, comme disruption, pour prendre le mot à la mode, sur votre radar? Vous dites, tiens, ça c'est quelque chose qui pourrait avoir un impact et dont on va devoir s'occuper dans les années à venir. À court terme, dans les 3-4 ans. La disruption, elle est de l'ordre des usages, on en a parlé beaucoup. Elle est de l'ordre de ce que j'ai parlé de posture, donc elle est de l'ordre de notre rôle, de notre utilité. C'est pas une disruption technologique ou mécanique, c'est une disruption un peu plus de valeur, etc. Mais elle est très importante. Mais quand on parle des assistants vocaux ou de réalité virtuelle... En technologie, j'allais y venir justement, il y a là-dessus des disruptions assez fortes sur lesquelles on est en train d'investir. C'est par exemple effectivement les objets connectés. Je pense qu'il y a pour les médias un énorme champ possible de développement et nous, on doit se préparer à ça. On ne sait pas trop quand ça va arriver et comment, mais il est absolument essentiel pour nous d'avoir, disons déjà, l'état d'esprit pour pouvoir s'adapter très vite. Par exemple, si on prend les assistants vocaux, on a développé déjà un skill qui permet d'offrir les informations, la météo, les services, et puis quelques agendas culturels et quelques offres de valeur sur ces appareils connectés. Il faudra aller beaucoup plus loin. Et donc aujourd'hui, on doit être capable d'avoir les outils qui permettent, dans notre marée de production de contenu, d'aller repêcher ceux qui sont utiles pour tel ou tel public ou tel appareil, et puis de pouvoir les préparer très très vite, parce qu'en face de nous, on a des géants, Apple et les autres, qui arrivent avec eux aussi ils collectent les contenus, ils arrivent avec une telle masse de propositions que nous on est des nains de jardin par rapport à eux. Donc c'est un peu ce combat-là qui est très disruptif. Ce que vous dites, c'est que ce qui est important, c'est pas forcément d'identifier la technologie qui va bouleverser, parce que prédire le futur c'est compliqué. Ce que vous dites, c'est plutôt d'avoir un processus qui permet, quand on identifie quelque chose de nouveau, genre les assistants vocaux arrivent, de très très vite proposer, d'aller tester si ça marche en fait. Il faut y aller tout de suite, et il faut se retirer aussi vite si ça ne marche pas. Voilà, parce qu'il faut aussi être capable de gérer ses priorités, et ça sert à rien de s'enferrer dans un développement. On l'a fait, et c'est cette agilité-là finalement d'avant-arrière qui est très importante. Finalement, on en revient à la conclusion perpétuelle de Be My Guest, c'est que cette révolution technologique, à la fin, c'est une problématique de confiance et donc d'humain, et c'est une problématique d'organisation, de mindset et donc de culture. Ça n'est pas une problématique technologique dans le fond. Oui, mais c'est une problématique qui est passionnante parce qu'elle est très créative et créatrice. Elle nous demande de nous recréer nous-mêmes en tant qu'humains aussi, ou en tant qu'organisation ou processus, constamment, en tant que bâtiment, en tant qu'infrastructure. Et moi, je trouve qu'elle est vraiment passionnante. C'est sûr que l'industrie des médias, ça va être pas facile, mais en tout cas, ça sera passionnant. Merci Pascal Critin. Merci à vous. Merci d'avoir écouté Be My Guest. Comme d'habitude, j'attends vos questions et commentaires par email à l'adresse laurent.haug@gmail.com. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle conversation. C'était Be My Guest, présenté par Laurent Haug, en partenariat avec 200 idées et créa, école membre de INSECU.